BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de fin de semaine de l'entreprise BFM. Bien sûr, avec cette semaine, un entrepreneur, une niaque. On commence tout de suite avec Laurent Rousseau, le président fondateur d'Ocea Soft. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et bien sûr, avec Arnaud, je ne vous ai pas dit bonjour. Je vous salue, mon cher Philippe, je vous salue toutes et tous. Bonjour Arnaud, qui est Laurent Rousseau et qu'est-ce que Ocea Soft ? Alors, on parle de plus en plus du business ou des business des objets connectés. Nous en avons une bonne illustration, une incarnation, même avec notre invité de la semaine et son entreprise, puisque Ocea Soft s'est fait une spécialité des capteurs connectés. Des outils qui permettent ensuite aux industriels de l'agroalimentaire, notamment des sciences de la vie, beaucoup, mais aussi du transport, de mesurer des paramètres comme la température, la pression, le taux de CO2 et que sais-je encore. Des solutions à forte valeur ajoutée, d'autant plus que l'entreprise a fait en sorte de maîtriser toute la chaîne de cette valeur. Le capteur lui-même, on en a un petit exemple là à portée de main. Il est tout petit, Laurent. tout blanc, on a besoin de télécommande. Voilà, les radiofréquences pour la transmission des données et puis aussi les solutions logicielles. Une entreprise à laquelle Laurent Rousseau se consacre depuis bientôt 20 ans, je crois. 18 ans. Et dont le caractère high-tech est parfaitement en phase avec le profil de son créateur, puisque vous êtes diplômé de l'école technique militaire de l'air, mais ensuite vous avez participé au développement de logiciels et de bandes test pour des missiles nucléaires, également de solutions de tir de missiles pour le Rafale. Alors après ces belles années au contact direct de la délégation générale à l'armement, vous aviez même, je crois, une habilitation secret défense, n'est-ce pas ? Donc c'est assez ça résume en tout cas le degré de technicité auquel tout ça se situait. Changement de cap, je crois que c'était en 1997. Vous rejoignez un groupe qui travaille qui essaie de relever certains des défis high-tech du monde de la finance. Et puis le virus de l'entrepreneuriat finit par vous gagner. Exactement. Et en 2000, donc, c'est Ocea Soft, l'histoire dans les détails de laquelle on va pouvoir rentrer maintenant. Merci Arnaud, bonjour Laurent Rousseau. Bonjour. Alors il s'est passé quoi entre 97 et 2000 pour que vous sautiez le pas ? Entre 97 et 2000, alors je sortais de l'armée de l'air, oui. Et avant de devenir entrepreneur, je me suis dit qu'un passage par la vie civile, si on peut dire, et côtoyer le monde de l'entreprise était nécessaire. J'ai eu la chance de rencontrer en fait un entrepreneur qui aujourd'hui est resté peut-être quelque part un mentor pour moi, Gilles Reynaud, qui avait fondé Cross-System Intégration. Et il m'a proposé de le rejoindre sur Paris pour travailler sur 2 projets. À l'époque, on parlait du passage à l'euro. D'accord. Et donc, j'ai travaillé sur 2 projets. En tant qu'ingénieur Alors, en tant qu'ingénieur, effectivement. Oui. Sur des aspects de software Alors, sur des aspects intégration, software et intégration. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, mon habilitation secret défense était aussi quelque part un sésame d'entrée à la Banque de France ou à la Société Générale. Ça facilitait, sur des sujets qui étaient assez sensibles. Ça m'assurait. Voilà, donc je pense que c'était un bon passage. Ça m'a permis de côtoyer le monde de l'entreprise, le monde effectivement également de l'ingénierie directement associé à l'entreprise, parce que l'armée, c'est un monde quand même un peu à part. Et fort de ça, moi j'avais vraiment une envie d'entrepreneur. Vous lui en parliez à l'époque ou pas ? Oui. À ceux qui étaient devenus un mentor, oui. Oui. Et vous avez plutôt tendance à vous retenir parce que vous étiez bon ou à vous pousser en disant ta vie, fais comme moi ? Il m'a plutôt poussé. Ouais, c'est sympa. Il m'a plutôt poussé en me donnant quelques conseils et je crois que j'avais le virus de l'entrepreneuriat. Mais un projet déjà à l'époque ou pas ? À cette époque-là, quand le virus arrive mais que vous ne savez pas encore sur quoi va se porter le virus ? Oui, il y avait un projet. À cette époque-là, j'en ai profité pour effectivement mettre sur le marché. Alors à l'époque, l'e-commerce n'était pas très répandu. Non, on est en 2000. Oui, on était en 2000, mais les logiciels commençaient à se vendre par Internet. À l'époque, on parlait de shareware, par exemple. Et donc, j'avais commencé à vendre quelques composants logiciels sur Internet, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir un capital de départ pour fonder Ocea Soft ensuite. Donc, il y a eu des prémices, effectivement, avec une société que j'avais fondée qui s'appelait Europti. Vous nous dites, j'avais déjà le virus de l'entrepreneuriat, vous avez réussi à en remonter la trace, la tour, ça vient d'où ? Je crois que si j'avais été de formation menuisier, j'aurais monté une ébénisterie. Je crois que c'était
c'était peut-être dans mon ADN. C'est l'envie d'indépendance? C'est quoi? C'était toujours intéressant d'essayer de voir où est le déclic dans cette émission. Une innovation qui soit un peu dégagée des contraintes nombreuses de l'univers militaire. Ouais. Non, je ne dirais pas l'indépendance, parce qu'on le sait très bien qu'on est toujours dépendant de quelque chose. Non, je crois que c'est vraiment la volonté de créer quelque chose, de créer des objets comme on le fait aujourd'hui, de partir d'une idée, passer à l'action, donc de l'abstrait vers le concret. C'est vraiment ce qui m'a attiré, vraiment la partie création. Et le concept d'Evaneos au départ, parce qu'aujourd'hui on parle de technologie connectée, d'objets connectés, effectivement, ça semble quelque chose d'évident. C'était tout de même pas forcément l'agenda technologique au début des années 2000. Vous êtes parti sur quoi au tout départ? Alors, dans les années 2000, c'est vrai que lorsque j'ai créé OCEASoft, j'ai eu quelques problèmes de financement parce que lorsque j'allais rencontrer des venture capitalistes, c'était la grande mode de l'Internet. Bien sûr. Et tout le monde me disait... On était dans la bulle, 2000, c'était... Ah oui, en plein dedans. Exactement. Bien sûr. Et donc, c'était très, 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 très compliqué de trouver des financements. Et tout le monde me disait, mais vous êtes dans les capteurs. Mais c'est quoi les capteurs, ça? L'Internet des objets n'existe pas. Vous voulez produire vraiment des objets en France? Voilà. Non, mais vous êtes fous. Voilà. Oui. Alors, j'ai eu la chance, quelque part, sur les premières années, de faire de l'autofinancement, puisque, à part je dirais un capital risqueur qui a cru en moi et qui a mis un petit capital d'amorçage. On est tombé dans les années 2000 sur l'affaire du sang contaminé, l'affaire de la vache folle, l'affaire de la listeria, et l'arsenal législatif s'est fortement renforcé avec un mot qui est un peu moins utilisé aujourd'hui, mais à l'époque qui était très utilisé, qui est la traçabilité. Bien sûr. Et de mes connaissances finalement du monde scientifique et technique dans l'armée, un avion par exemple c'est bourré de capteurs, un missile également, je me suis dit comment dupliquer finalement mon savoir-faire, qui est un savoir-faire quelque part militaire, avec des logiciels associés, à des applications très concrètes aujourd'hui, c'est-à-dire pas sur un marché dans 10 ans, mais aujourd'hui. Et donc c'est là que j'ai créé le premier capteur enregistreur de température, qui a été utilisé notamment pour surveiller des poches de sang, pour surveiller des produits agroalimentaires. Et c'est comme ça qu'est né OCEASoft, tout simplement. Et ces produits n'existaient pas. Vous avez vraiment créé là un marché véritablement avec des produits qui n'existaient pas. J'ai créé le tout premier produit, et puis j'ai très vite embauché des ingénieurs pour m'accompagner. Oui. Mais c'est moi qui ai créé un petit peu, comme on dit souvent dans le garage, le premier capteur. Alors, on parle là, effectivement, les secteurs de l'agroalimentaire, les secteurs des sciences de la vie, sont les secteurs qui sont extrêmement normés, où les exigences de traçabilité ou de suivi et de fiabilité de la chaîne de froid, pour ne citer qu'un exemple, sont devenues de plus en plus fortes. Ça a porté votre développement? Parce qu'il fallait des solutions justement pointues pour répondre à ces obligations? Alors, effectivement, ça fait partie des éléments différenciateurs aujourd'hui, par exemple, d'OCEASoft sur son marché face à ses concurrents. L'obligation, lorsqu'on adresse le marché des sciences de la vie, d'avoir des produits conformes, homologués, avec un certain niveau de sécurité et de fiabilité. Et des process aussi de fabrication. Et des process de fabrication fait que notre société est positionnée comme avant-gardiste dans son domaine. Néanmoins, je dirais que ça a un avantage, alors c'est une contrainte, mais ça a aussi un avantage de devoir structurer l'entreprise, de devoir rapidement, par exemple, obtenir une certification qualité, ISO 9001, d'avoir un laboratoire d'étalonnage accrédité par le COFRAC. Donc c'est cette pression réglementaire aujourd'hui est à la fois une contrainte et une arme pour notre société. J'ai envie de dire que c'est une force. Alors, je le rappelais dans mon lancement, l'une de vos singularités aussi, c'est que vous essayez de maîtriser tous les aspects, encore une fois, de cette chaîne de valeur. L'objet, les solutions logicielles pour traiter toutes ces données, le système de transmission. Ça, c'était un choix dès le départ, ou c'est au fil du temps, vous vous êtes dit, si on veut rester compétitif ou ne pas se faire concurrencer par des acteurs venant d'autres pays où la production est moins coûteuse qu'en France, il faut qu'on rajoute de la valeur ajoutée. Alors oui, ça a été un choix dès le départ, un choix quelque part guidé également par nos clients. Nos clients viennent chercher chez OCEASoft une offre qu'on appelle One Stop Shop, c'est-à-dire une offre intégrée avec le capteur, les moyens de communication, les logiciels, de manière à ce qu'il n'ait pas à faire appel, par exemple, à une société de conseil, à une société d'intégration, à une SS2I pour pouvoir rassembler. Ouais, voilà. Le guichet unique en bon français. Le guichet unique, pardon. Non, vous avez raison, dans votre business, on parle de One Stop Shop, effectivement. Voilà. Et donc, c'était essentiel pour nous de maîtriser tous ces aspects, de manière à pouvoir offrir à nos clients la solution complète. Également, ça nous apporte une très bonne visibilité, lisibilité sur nos produits et comment adresser le marché. C'est-à-dire que les évolutions, par exemple, aujourd'hui, des logiciels, je pense notamment à tout ce qui peut être blockchain, c'est quelque chose qu'on regarde de très très près. Le fait d'avoir ces 3 domaines compétences, capteur, transmission et logiciel, nous permet d'avancer également
mettant en œuvre les dernières innovations, les dernières technologies. Alors parlons un peu de vos clients. J'évoquais quelques secteurs, des grands secteurs, mais une fois qu'on les a évoqués, on n'a pas dit grand-chose. Pouvez-vous être un petit peu plus précis, le type d'entreprise ou peut-être certaines marques aussi, leur origine, quel pays? Un partenaire incontournable. Alors, parmi nos clients, je crois qu'on est dans le 15e arrondissement, vous en avez deux à proximité. Par exemple, l'hôpital européen Georges Pompidou utilise nos capteurs pour surveiller la température de ses congélateurs moins 80 degrés, ses cuves à azote, ses réfrigérateurs dans le domaine des laboratoires, pour tout ce qui est thérapie cellulaire, les incubateurs CO2. Donc là, on va être dans le domaine de la santé. Vous avez également dans la recherche l'Institut Pasteur, qui est équipé, qui n'est pas très loin non plus, équipé de nos capteurs. C'est toujours la santé, votre secteur? Alors à 82%, oui. D'accord. Voilà, 82%. C'est l'alimentaire, disiez-vous aussi. Et 18% sur la logistique et l'alimentaire aujourd'hui. Voilà. Et ce sont des capteurs qui sont, pardonnez-moi, mais qui sont intégrés dans ces machines, ou bien qui viennent un peu se plugger sur des machines, ou bien vous travaillez en amont finalement de la fabrication de l'ensemble des outils dont vous assurez le contrôle? Alors on vient se plugger sur les machines, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec un fabricant, le leader mondial de l'instrumentation scientifique de laboratoire, le groupe Thermo Fisher, qui lui vient intégrer effectivement ces capteurs, on va dire en première monte sur ces appareils. Mais en règle générale, ce sont des capteurs qu'on vient rajouter soit sur des véhicules, soit sur des équipements de froid ou de chaud pour venir mesurer par exemple la température, mais ça peut être d'autres paramètres physiques comme l'humidité relative ou le CO2. J'évoquais juste la géographie de vos clients parce que je n'ai pas ma réponse, à savoir si c'était marché français, marché mondial. Alors, marché mondial, oui. Clairement, 60% de notre chiffre d'affaires environ à l'export, 40% en domestique. Nous avons une filiale aux États-Unis, les États-Unis qui représentent un quart de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, et notre marché est surtout situé sur l'Europe, les États-Unis et l'Asie-Pacifique, avec quelques marchés assez intéressants sur la partie Moyen-Orient, Qatar, Arabie Saoudite par exemple. Marché mondial, mais concurrentiel aussi, potentiellement mondial, surtout lorsqu'on évoque d'un côté l'Asie, de l'autre côté les États-Unis. Qui sont vos concurrents et puis comment faites-vous en sorte de garder un facteur de différenciation, là encore? Alors, nos concurrents, on va trouver finalement deux grands types de concurrence. Les grands groupes, par exemple, filiales du groupe Carrier, vous savez, tout ce qui est climatiseurs et groupe froid montés sur les camions, qui a une filiale capteur et qui propose des capteurs à ses clients. Donc là, on a affaire à des gros. Ça peut être GE Sensing également, filiale de GE. Donc la différenciation d'OCEASoft va se faire au niveau de l'agilité, au niveau de la technologie, souvent, qui est beaucoup plus avancée. Vous êtes plus avancé encore aujourd'hui? Il y a un coup d'avance encore aujourd'hui? Oui. Par exemple, le groupe Thermo Fisher Scientifique, lorsqu'ils sont venus nous chercher pour intégrer nos capteurs à leur technologie, auraient pu faire le choix de prendre une entreprise américaine. Ils auraient pu faire ce choix-là. Après avoir fait un état du marché au niveau mondial, ils sont venus chercher une entreprise française de Montpellier. Et la raison principale était effectivement l'avancée technologique de nos produits. Ils se sont vraiment projetés sur plusieurs années. Donc on a affaire à ces grands groupes. Et à côté de ça, un marché un petit peu plus fragmenté, je dirais, parfois de start-up, parfois de sociétés plus petites, qui se sont lancées dans les objets connectés, l'Internet of Things. C'était ma question. Je brûlais de vous poser la question, Laurent Rousseau, parce que je me dis, aujourd'hui, tout se connecte. C'est un marché phénoménal, vous avez ce savoir-faire. Est-ce que, je vais vous challenger, est-ce que vous allez passer votre vie à faire uniquement à la mesure de quelques centimètres ou degrés sur des machines? Pouvez-vous aller beaucoup plus loin avec cette technologie pour envahir ce marché gigantesque qui est celui des capteurs aujourd'hui? Surtout quand on a une expérience, par exemple, en sciences de la vie. Où on oui, bien sûr. Alors, oui, ça doit vous titiller. On peut aller plus loin. Il y a quelques freins qu'il faut surmonter. Si on prend, par exemple, uniquement l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, le coût des dépassements de température pour l'industrie pharmaceutique et toute la filière, ça va en passant par les assureurs, également les transporteurs, tous les logisticiens. Le coût des dépassements de température, chaque année, c'est 35 milliards de dollars pour l'industrie pharmaceutique. 35 milliards. Alors, le coût qui aurait pu être évité s'il n'y a pas eu des dépassements de température. Voilà, exactement. 35 milliards. 35 milliards. Qui est financé par les assurances, par les laboratoires? Qui est financé par tout le monde, finalement. Sur des process de fabrication qui sont tellement contraints, la moindre variation peut avoir des effets effectivement redoutables. Donc, on est d'accord, il y a zéro risque. Aujourd'hui, on ne va pas prendre de risque sur une palette de médicaments parce qu'elle a été exposée, elle est détruite. Et donc, il faut réapprovisionner. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que finalement, la technologie de capteur que l'on a là
on peut la généraliser, mais elle n'est pas encore généralisable à une boîte de médicaments. On y vient, il faut tout miniaturiser encore plus. Voilà, on a chez OCA Soft développé des capteurs de la taille d'une carte de crédit qu'on peut venir glisser directement à l'intérieur d'une boîte de médicaments. Simplement, aujourd'hui, le modèle économique fait que le coût du capteur ne justifie pas qu'il vaut mieux que de temps en temps on ait des dégâts. Voilà. Alors sur certains médicaments anticancéreux qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars la boîte, ça peut se justifier. Mais sur de l'insuline, sur d'autres médicaments, sur des vaccins, on n'est pas encore à ce niveau, cette échelle économique qui permet de généraliser. C'est la prochaine frontière probablement. C'est la prochaine frontière. Et votre secteur reste la mesure de la température, par contre. Alors à 90%, nos clients nous demandent de mesurer la température. Je crois que c'est le paramètre qui est le plus mesuré au monde. Si vous levez le matin, vous regardez la météo, on vous parle de température et la température est partout. Donc effectivement, ça fait partie des paramètres que les clients nous demandent le plus. Donc on reste dans ce secteur. Une entreprise comme la vôtre, forcément, elle est très consommatrice de matières grises. Il faut que vous trouviez des talents, il faut que vous les fassiez travailler ensemble, en interne, peut-être aussi dans une chaîne de partenariat, avec un écosystème autour de vous. Vous avez évoqué à plusieurs reprises votre ancrage à Montpellier, ça fonctionne bien là-bas. Vous avez aussi d'autres petites équipes qui développent des solutions ailleurs. Vous évoquiez l'internationalisation de vos marchés, vous évoquiez votre présence aux États-Unis. En matière de sciences de la vie, il y a de formidables viviers là-bas, ne serait-ce que sur la côte Est. Comment est-ce que tout ça s'organise ? Alors, on a fait le choix chez OCA Soft d'avoir notre centre de R&D basé à Montpellier, uniquement à Montpellier. Ça permet. Dont Montpellier et la France vous remercie, je pense. Il y a beaucoup de centres de R&D à Montpellier. C'est une région où il y a beaucoup de talents. C'est vrai que les États-Unis peuvent paraître attractifs. Néanmoins, je pense qu'en France, nous avons des ingénieurs très bien formés, de la matière grise. Très bonne qualité. Par ailleurs, j'ai envie de dire qu'on a souvent la R&D la moins chère au monde. Si on regarde les dispositifs qui sont à notre disposition, comme le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation, ça reste aujourd'hui, je dirais, l'accès à des talents à un prix raisonnable. C'est très bien de le rappeler. Oui, parce que le marché américain, peut-être peut faire rêver, mais les salaires ne sont pas les mêmes. Ce qui est en revanche difficile, à mon sens aujourd'hui, c'est de garder les talents. Les faire venir à Montpellier, on peut. Les faire venir au Soleil, on peut. Mais il faut reconnaître quand même, le marché de l'emploi repart un petit peu. Et puis aujourd'hui, sur des métiers très techniques d'ingénieurs, finalement, on s'aperçoit que la jeunesse n'est pas forcément très attirée par ces métiers-là. Et donc, on essaye de garder nos talents. Laurent Rousseau, il nous reste un peu moins de 2 minutes. J'aimerais revenir sur votre vie d'entrepreneur, parce que là, on va sortir du business. Pour vous demander le message que vous aimeriez adresser à tous les jeunes Laurent Rousseau qui nous écoutent, qui sont actuellement en train de rentrer après début de carrière d'ingénieur dans un grand groupe et qui s'intéressent à la création d'entreprise. C'est quoi les leçons de ces plusieurs années de vie d'entrepreneur que vous pourriez partager pour qu'il y en ait encore plus des Laurent Rousseau plus tard ? Alors, c'est une aventure exaltante. On ne va pas se cacher qu'effectivement, c'est beaucoup d'adrénaline et à bon escient. D'emmerde ? Oui aussi. Mais je crois qu'il faut se rappeler qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Et c'est quelque chose que je m'emploie au quotidien de me rappeler. Effectivement, des problèmes, des emmerdes, comme vous disiez tout à l'heure, on en a. Néanmoins, il y a toujours une solution à la clé. Et je crois qu'au final, c'est grâce à ces confrontations, ces problèmes que l'on affronte au quotidien qu'on peut faire grandir son entreprise. Et c'est l'intérêt aussi du parcours d'entrepreneur. C'est que vraiment, on n'est pas dans une monotonie et on est vraiment dans un parcours exaltant. OCA Soft en serait là où il est s'il n'y avait pas eu un mentor ? Ah, bonne question. C'est le moment de lui rendre hommage. Et on va bientôt parler de mentorat, justement. Je prépare la transition. Non, c'est vrai que par exemple, on parlait tout à l'heure de Gilles Reynaud qui m'a fait confiance lorsque je l'ai rejoint sur CrossSystem et qui m'a un peu poussé aussi à me lancer en tant qu'entrepreneur. Je crois qu'effectivement, ça fait partie des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont poussé, que je garde peut-être en Mais vous étiez seul, hein, c'était pas une cofondation. Non, j'étais seul. Parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on évoque souvent, en tout cas, donc on peut aussi très bien réussir seul. Si je vous posais une dernière question en 15 secondes, OCA Soft dans 10 ans. Vaste question. Écoutez, pour l'instant, on est sur une bonne trajectoire. J'ai envie que l'on garde cette trajectoire. J'ai envie qu'on puisse adresser nos marchés de manière plus globale, plus générale. On le parlait tout à l'heure, en mettant toujours en avant l'innovation, puisque l'innovation a été au cœur de l'entreprise. Donc, continuer sur la même voie, je dirais, ça serait déjà pas mal. Qui est plutôt une bonne voie. Merci beaucoup, Laurent Rousseau. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'OCA Soft et tout de suite la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine.
Et la niaque de la semaine, il s'agit de Thierry Fornas, le président d'EcoAct. Et évidemment, c'est Dominique Restineau, le président du MoveJ. Arnaud qui nous le présente. De l'IME. C'est une niaque mentorat. Dominique a tellement de présidents, c'est tellement de talents autour de lui que je ne sais plus où donner. Alors c'est qui Dominique Restineau? Bonjour Dominique. Bonjour, là c'est le Dominique Restineau de l'Institut du Mentor Entrepreneuriat. Et le Thierry Fornas qui nous raconte C'est un entrepreneur qui a du talent et qui souhaitait grandir et qui a intégré l'IME il y a quelques années, qui a eu un mentor remarquable, Guy Mamouani, voilà. Et c'est à lui de le dire, mais comment dirais-je, je pense que ça a dû l'aider un peu. Alors, le mentorat, qu'est-ce que c'est en 30 secondes? Accompagner. Alors, le mentorat, aujourd'hui, c'est soit l'IME pour les entreprises à fort potentiel de croissance, soit le MoveJ 100% pour les jeunes de 18 à moins de 30 ans. Là, la focalisation de l'Institut du mentorat, c'est pour accompagner les entreprises qui veulent grandir. C'est la thématique en ce moment, je l'entends beaucoup. Ça fait 12 ans qu'on existe, où on accompagne des entrepreneurs qui sont accompagnés par d'autres entrepreneurs, exclusivement des entrepreneurs, dans un process volontaire où le mentor n'investit pas dans l'entreprise de son mentoré. Le socle de la relation mentorale, c'est la confiance et la bienveillance. C'est sur un programme de 18 mois. Ces rencontres qui permettent non pas de donner du conseil, parce qu'un mentor ne donne pas de conseil, mais d'ouvrir les champs du possible, cette confrontation constructive et positive où on partage son expérience entre un entrepreneur qui a connu cette croissance. Donc Guy Mamouani a connu cette forte croissance. Absolument. Et il peut partager, échanger avec Thierry. Alors Thierry, bonjour Thierry Fornas. Bonjour. Rapidement ce qu'est EcoAct et après on vient sur ce que vous a apporté ce mentorat. Très bien. Donc EcoAct, c'est une entreprise qui est spécialisée sur tout ce qui est climat et carbone. C'est-à-dire qu'on apporte une expertise unique aux entreprises et aux collectivités pour anticiper et se transformer positivement face aux enjeux du climat et du carbone. Soyons très concrets, prenons un exemple de collaboration. De quel type d'entreprise bénéficie de quel type de service? Alors on va travailler avec des grosses entreprises, des grandes entreprises du CAC 40, du FTSE 600 en Angleterre, de l'IBEX 35 en Espagne. Voilà, on va travailler avec des grands groupes qui sont présents à l'international. Un exemple très concret, par exemple, un de vos clients, qu'est-ce que vous faites pour lui? Par exemple, le groupe La Poste ou Total. Oui. On va faire des études de faisabilité, par exemple, pour des montages de projets bas carbone dans les pays en développement. On va aussi accompagner des grands groupes internationaux, je pense à DPD Group par exemple, avec lesquels on va évaluer les émissions de gaz à effet de serre du groupe, mettre en place des plans d'action de réduction et puis des plans de compensation carbone pour réduire au maximum leur empreinte carbone. Arnaud ? On imagine que toutes les réflexions actuelles, et un peu plus que les réflexions, les plans d'action actuels autour de la transition énergétique, ça crée un appel d'air pour une entreprise comme la vôtre. Ah, tout à fait, oui, on est vraiment, il y a un appel d'air réel, c'est-à-dire qu'il y a un vrai projet de neutralité carbone pour l'ensemble des entreprises, des grands groupes à l'international. Il y a des initiatives internationales comme par exemple les entreprises B-Team, Virgin, qui appellent à être zéro émission nette à horizon 2050. Pareil pour les collectivités. On a le plan climat de Nicolas Hulot qui a été annoncé l'été dernier, qui envisage la neutralité carbone à horizon 2050 également. Alors Thierry Fornas, j'imagine que Guy Mamouani connaît moins bien votre business qu'il ne connaît le business en général. Que peut-il apporter à une entreprise comme la vôtre? Qu'est-ce qui vous manquait et que vous avez ressenti le besoin d'aller chercher, notamment au sein de l'Institut du mentorat à travers cette association? Tout à fait. Alors on a eu énormément besoin de tout ce que nous a apporté Guy Mamouani. Puisqu'on avait besoin de prendre du recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à notre business. On était le nez dans le guidon. Mais sur quel type d'aspect? De rachat, de croissance, de marché Alors organisationnel, donc poser un peu la structure, prendre du recul. Ensuite voir qu'il était important de saisir des opportunités, mais aussi de prendre des priorités. On ne pouvait pas saisir toutes les opportunités en même temps. Il fallait être capable de choisir pour pouvoir être plus efficace et envisager une croissance beaucoup plus sereinement. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait souvent les réponses à nos questions quand on allait le voir, mais par effet miroir, il nous posait des questions qui nous permettaient nous-mêmes de répondre de façon pertinente aux problématiques qu'on avait quand on le rencontrait. Mentor, c'est un job de questionneur. Au-delà de la dimension un peu gestion, qui est celle qui marque la vie d'un dirigeant d'entreprise de croissance, comme vous ou comme Guy Mamouani est aussi très attaché au management, la dimension de gestion des talents, d'attraction des talents, de fidélisation de ces talents, c'est quelque chose d'important pour vous? Ça fait partie des sujets que vous évoquez avec lui? Tout à fait, exactement. L'aspect équipe, l'aspect structuration des équipes, c'est quelque chose de majeur. C'est-à-dire sur l'ensemble des postes d'une entreprise, que ce soit l'aspect commercial, l'aspect organisation, l'aspect rétention des talents, à chaque fois une entreprise qui croît est submergée de questions et on a toujours à un instant T des questions qui sont plus prégnantes que d'autres.
Donc ce qui était intéressant, c'est de discuter avec lui, de voir comment lui voyait les choses, et lui en fait n'apportait pas des réponses, mais répondait souvent à des questions par d'autres questions, ce qui nous amenait par un chemin induit d'arriver à une bonne réponse. Il reste très peu de temps, mais est-ce qu'il y a eu des décisions que vous n'auriez clairement pas prises sans cette collaboration, que vous auriez des conneries qu'il vous aurait évitées, si je peux être direct? Je pense qu'on aurait temporisé beaucoup plus les prises de décision. Or, quand on est entrepreneur, on a besoin de décider rapidement. Le pire, c'est de ne pas faire de choix. Et je pense que de discuter avec Guy, avec mon associé, puisqu'on était présents tous les deux quand on avait nos réunions, ça nous permettait effectivement de se dire, bon, vis-à-vis de Guy Mamoumani, on prenait en quelque sorte, je veux dire, des engagements, mais pour nous, et ça temporisait en quelque sorte la dynamique de la croissance de la société. Merci beaucoup Thierry Fornas, je rappelle que vous êtes le fondateur, cofondateur avec votre associé d'EcoAct, et merci beaucoup Dominique Restineau. Merci Philippe. De venir tous les 15 jours nous présenter des pépites, que ce soit le MoveJ ou l'IME. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'entreprise BFM. Bonne fin de semaine à tous, ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.